On a eu le temps de vider l'amphi, on peut y aller. Il faut évacuer là. Quelqu'un a une idée? Bon, à mon avis, Moi, je l'ai programmé. C'est un détecteur de fumée qui a... C'est moins joli que l'école chantant. ah, Ouf. Si c'était si facile d'arrêter la progression ça serait pas mal. Vous voyez, il y a vraiment une cause d'inquiétude. Il y a quelque chose, hein. bon, C'est le cousin qui- il doit faire des essais, c'est possible. Et voilà, on le sait. Et le rapport, ça c'est encore les années 2010, le rapport du GIEC est sorti il y a quelques jours, est encore plus, je dirais, alarmant que ce que je pensais. Si vous avez 4 degrés d'augmentation de la température à la fin du siècle, ça fera 200 à 300 millions de réfugiés climatiques. Vous n'allez pas les arrêter à Lampedusa ou autre, parce que ce sera une question de vie ou de mort. Donc vous voyez, il y a un vrai problème. Et encore une fois, ce problème est lié au fait, avons-nous la considération pour les générations à venir. Et maintenant, ça se rapproche. C'est même pas dans 10 générations, ce sera vos enfants et vos frères. Les glaciers fondent, ça c'est au Bhoutan, la glacier est à 7000 mètres. J'étais il y a 2 jours en Islande, et il y a encore des très grands glaciers, le plus grand d'Europe notamment. Et quelqu'un qui s'occupe de l'environnement m'a dit dans 50 ans, il n'y a plus un glacier en Islande, ils seront tous fondus. Bon, c'est comme ça. Il faut Regardez en voir alors Suisse. tout de suite. En Autriche, pardon, en 1875, c'est le même endroit en 2004. Bon. La différence est claire. Et même aujourd'hui, c'est pas la peine d'attendre dans 50 ans, vous voyez ces cartes un peu bizarres. Qu'est-ce que ça représente? Ah, c'est les- Le haut, c'est la surface des pays indexés à leur émission de CO2. Donc vous voyez que les pays du Nord, l'Amérique, l'Europe, gonflent comme des baudruches, et l'Afrique a quasiment disparu de la carte, parce que un Tanzanien émet 200 fois moins de CO2 qu'un Américain. Maintenant, vous voyez aujourd'hui même, aujourd'hui c'est en 2007, ça c'est un des co-lauréats du prix Nobel avec les Nations Unies pour le rapport sur le climat, Jonathan Patch, qui est un ami. Et donc, en bas, c'est de la surface d'un pays indexé au nombre de décès chaque année dus au réchauffement climatique, à la montée des eaux, au climat extrême, et qui sont clairement attribuables au changement climatique. Donc vous voyez que là, l'Afrique, à son tour, se gonfle comme un baudruche, tandis que ce ne sont pas les pays du Nord qui écopent des résultats, puisqu'ils sont quasiment épargnés. C'est parce que la malaria, par exemple, le paludisme, est éminemment sensible à la température. Si vous augmentiez la température de 5 degrés, le cycle de reproduction des parasites à travers des moustiques probes ou paludisme passerait de 30 à 10 jours. L'incidence déjà est considérablement augmentée dans les régions qui sont. Et il y a 15 maladies très graves dont l'incidence est liée à la température. Donc c'est beaucoup de choses. Donc la question, évidemment, est importante. Vous voyez ici le taux de mortalité, et là des chiffres que je vous cite. À Qatari, émet 2500 fois plus de CO2 qu'un Afghan. Donc là, le développement de l'industrie, de la modernité, amène ces choses-là. Alors la grande accélération, elle se manifeste dans tous les domaines. Ça peut être, je vais passer assez vite, mais c'est le CO2 dans l'atmosphère, c'est l'utilisation de l'eau douce, c'est la perte des forêts tropicales et des terres boisées, c'est donc l'exploitation des pêches, 90% des poissons des océans ont quasiment disparu. Maintenant, on va de plus en plus profond, on commence à racler les océans avec ces chaluts de grand fond qui peuvent détruire en quelques heures l'équivalent de 10 fois la surface de notre. C'est comme si on rasait Notre-Dame avec des bulldozers, en gros. Parce que ça prend des années, des milliers d'années à se former, c'est des biotopes extrêmement fragiles. Donc vous avez la perte de la biodiversité, j'en ai parlé, la disparition des espèces, la concentration en méthane qui, elle, est due principalement à l'élevage industriel.
Et le méthane est 20 fois plus actif pour provoquer le réchauffement via l'effet de serre que le CO2. Et ça serait une des manières la plus facile de contrôler, au moins diminuer le réchauffement global, ça serait de cesser cette absurde exploitation de base industrielle qui fait que eh bien, maintenant 750 millions de tonnes qui pourraient nourrir des pays pauvres de soja et de maïs et de blé sont entièrement voués à l'élevage industriel pour faire de la viande pour les pays riches, parce que c'est les pays pauvres qui produisent ces céréales et les pays riches qui consomment de la viande, comme vous pouvez le voir ici. C'est le nombre de kilos de viande par habitant et par an par rapport au PIB. Et vous voyez que les États-Unis, eh bien, ils consomment en moyenne 140 kg de viande par an, en France c'est 85, et en Inde c'est 3,5 kg. Donc c'est une énorme différence. Donc il y a une injustice sociale, il y a évidemment les animaux sont les premières victimes, ça fait quand même 70 milliards d'animaux terrestres par an et 1000 milliards d'animaux marins. En France c'est 1,5 milliard d'animaux terrestres. Tout ça pour une consommation excessive de viande qui n'est même pas bonne pour l'être humain, puisqu'une étude épidémiologique qui a été faite à Harvard sur 100 000 habitants sur 20 ans montre que les personnes qui consomment 5 fois par semaine de la viande rouge, par rapport à ce qu'on consomme une fois ou deux, ont environ un pourcentage plus élevé de 14% de risque de cancer, côlon principalement, et à peu près le même pourcentage de risque de maladie cardiaque. Déjà différent chez les hommes et les femmes, mais c'est énorme. Donc vous voyez, c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour les animaux, c'est même pas bon pour les êtres humains. Donc c'est pour ça que dans le rapport précédent du GIEC et de celui qui est paru il y a quelques jours, une des recommandations, c'est qu'on ne peut pas continuer à consommer de telles quantités de viande dans le monde à cause des répercussions d'élevage industriel qui n'est bon pour personne. Ça serait une manière facile, en tout cas, de diminuer ces changements. Alors, est-ce que tout ça est dû au fait que nous sommes effectivement tellement égoïstes que, ben voilà, c'est comme ça, l'homme est un loup pour l'homme, disait Claude, ça a été repris par beaucoup de gens, beaucoup de philosophes l'ont dit, c'est pas la peine de se fatiguer, de toute façon, les hommes sont fondamentalement égoïstes, on n'y arrivera pas. Si c'était le cas, évidemment, ce n'est pas la peine d'essayer d'encourager les gens à faire preuve d'un peu de bienveillance. Alors l'homme est un loup pour l'homme, tous quand même, je vais plutôt l'air assez sympa. D'autres ont dit, les impulsions généreuses, c'est un évolutionniste qui a dit ça, c'est aussi de l'économie, les impulsions généreuses constituent d'aimables interludes, nous ne sont que de plaisantes auto-illusions hypocrites. Et creusez un peu sur la surface et vous trouverez un homme férocement, obstinément et profondément égoïste. Pas tous non plus quand même. Alors, d'autres, Freud par exemple, a dit « Je ne me casse pas la tête au sujet du bien et du mal, mais en moyenne, je n'ai découvert que fort peu de bien chez les hommes. D'après ce que j'en sais, ils ne sont pour la plupart que de la racane. Sachez-le. Voilà ce que vous êtes. » Alors, tout le monde quand même. Alors ça, c'est quoi son coiffeur? C'est une des choses qui m'a le plus surpris personnellement quand j'ai commencé à travailler sur ce projet sur l'égoïsme. J'ai vraiment travaillé avec passion et intensément pendant 5 ans pour produire ce malheureux bouquin de 900 pages avec 1600 références scientifiques, parce qu'il fallait donc étayer ça sur vraiment une recherche et sur des recherches scientifiques. Et effectivement, j'ai été surpris de voir à quel point, dans le domaine de la psychologie, jusque dans les années 1950, beaucoup de philosophes, comme Hobbes et autres, avaient ce postulat qui reposait sur aucune étude scientifique, mais c'était leur idée que le fond de l'homme est mauvais et qu'il n'y a rien à en tirer. En fait, ça ne reposait strictement sur rien, qu'une idée, une présupposition. Nous sommes fondamentalement trouvés au plus profond de nous-mêmes. Et par contre, quand les scientifiques ont commencé à s'intéresser à ça, à étudier le comportement des gens, à les mettre dans des situations de tout genre, à observer la vie quotidienne, évidemment, on est très choqué quand quelque chose d'anormal se produit, quand il y a un meurtre, une agression, des actes de violence, ça sera la nouvelle de la journée. Si 100 personnes coopèrent pour une tâche bienveillante ici à Dijon dans la journée, pour aider les personnes âgées ou dans les difficultés, ce ne serait pas au journal télévisé de 20 heures.
s'il y en a un d'entre eux qui va attaquer une vieille dame, c'est sûr que vous serez dans les nouvelles. Donc nous avons une tendance à être interpellés par ce qui choque et ce qui sortent des comportements de violence. Mais on prête beaucoup moins attention à la banalité du bien, c'est-à-dire au fait que si par exemple ce soir, quand on va sortir, vous allez bien vous dire c'est génial, personne ne s'est tapé dessus pendant la conférence. C'est vrai, c'est pas mal. Quand même 1800 personnes. Si on était vraiment comme ça, il y aurait toujours quelqu'un qui serait en train de se bagarrer dans un coin. C'est pas le cas. Et alors ça, c'est une simple observation, mais les scientifiques et les psychologues qui se sont penchés pendant 20-30 ans en mettant les gens dans des situations complexes et en train de détailler tout ça, notamment l'ami Daniel Patson aux États-Unis, on sont arrivés à conclure non pas à prouver que l'altruisme pur existait, mais que pour sûr, il n'y avait pas que de l'égoïsme chez l'être humain. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et d'autre part, si on voit par exemple de très jeunes enfants, même d'1 an, on a pu montrer que si vous leur présentez 2 figurines, un peu comme des marionnettes, une qui est gentille avec l'autre et l'autre qui vous spille un peu l'autre, et qu'après vous tendez à l'enfant la marionnette bleue ou la marionnette rouge, qui était la gentille ou la pas gentille, 90% même des bébés tendent leur regard ou les mains vers la marionnette gentille. Spontanément, ils préfèrent les personnes bienveillantes.